Ah bah si mes voisins me font des travaux pendant midi, ça va être sympa. Je suis désolé. Non mais en plus j'ai pas le temps, non, je suis en train de penser, j'ai pas beaucoup de mémoire sur cette carte mémoire. Il faut que je parle tout de suite. Ça m'embête. Ils peuvent pas aller faire leur pause déj? Willkommen, bienvenue, welcome pour un nouveau point lecture. Tintin. L'abus d'alcool est dangereux pour la santé. Je ne dirai pas ce que je bois. Tout d'abord, je voulais vous dire merci parce que j'ai lu les commentaires de la vidéo sur la litté recette des tartelettes de Cyrano et je n'ai eu que des retours positifs, même des gens qui étaient un peu dubitatifs qui ont finalement plutôt apprécié. Donc il y en aura d'autres, je ne sais pas quand, je ne sais pas quoi, je ne sais pas où ni comment, mais c'est sûr et certain que je vais tourner d'autres litté recettes parce que j'y ai pris du plaisir, ça vous a plu. Que demande le peuple? De l'amour, de l'argent. Bref, on se retrouve aujourd'hui donc pour un point lecture parce que comme je vous l'avais dit dans une précédente vidéo, j'ai fait 4 lectures, donc je fais un point lecture. Ça va peut-être être le dernier avant quelques semaines, enfin quelques semaines. Je pense pas que la semaine prochaine il y aura un point lecture parce que là, je suis en train de lire mes derniers romans du prix Fnac, donc du coup, je ne peux pas trop lire de lecture dont je peux vous parler parce que celles du prix Fnac ne sortent qu'au mois de fin août, début septembre, donc je vais pas vous en parler tout de suite. Voilà, donc là je fais un point lecture, la semaine prochaine je ne sais pas trop ce que ce sera la vidéo, peut-être un book tag ou quelque chose comme ça, enfin à voir, et puis au pire sinon il n'y aura pas de vidéo pendant une semaine. Et ça m'embêterait parce que je pars en vacances du 20 juillet au 30 août, donc au 30 août non, j'aimerais bien, mais au 3 août je pars 2 semaines dans le sud, donc du coup je ne pense pas faire de vidéo pendant mes vacances, donc j'aimerais bien en faire un. Bref. Il y aura une vidéo, alors d'ici, du coup vu que je pars en vacances, alors ça va être sûrement début août, la semaine où je vais rentrer de vacances, où je vais vous poster une vidéo avec les 20 sorties de la rentrée littéraire qui m'intéressent le plus. J'ai fait ma sélection, je crois que j'ai sélectionné au total 21 ou 22 livres. Voilà, j'ai sélectionné 20 romans dans des grosses maisons d'édition, dans des maisons d'édition plus récentes, dans des maisons d'édition un peu plus petites, enfin voilà, j'ai essayé de faire un gros plan de toutes les maisons d'édition, donc ça m'a pris quand même pas mal de temps de faire le tour, de regarder tous les catalogues, les communiqués de presse, tout ça. Mais j'ai réussi à en sélectionner 22 qui m'intéressent beaucoup. Donc j'ai commencé à contacter les maisons d'édition pour savoir si elles étaient partantes, pour m'envoyer les romans que j'ai sélectionnés, entre guillemets. J'ai envoyé les mails hier, donc pour l'instant j'ai pas eu beaucoup de réponses. J'ai déjà eu 2 réponses positives, donc je suis content. Parce que évidemment, vu que c'est des romans qui m'intéressent, j'aimerais bien les lire, mais sauf que j'en ai sélectionné 20. Ça va être 20 grands formats qui coûtent entre 15 et 20 euros. Vous imaginez bien que j'ai pas 400 euros à dépenser en 2 semaines sur des romans de la rentrée littéraire. Donc je vais sûrement craquer pour m'en acheter quelques-uns, mais c'est sûr que si les maisons d'édition peuvent jouer le jeu et m'en envoyer, c'est tout bénef pour moi, hein, je vais pas vous mentir, et pour eux. Donc bon après, et puis après même si je peux pas lire les romans, enfin si je ne les lis pas, si je les reçois pas et que finalement je ne me décide pas à l'achat, rien que le fait de les présenter le plus largement possible, peut-être que ça peut vous donner envie de les lire, donc c'est le plus important. Et puis au moins si vous les lisez et que moi je les ai pas lus, vous me faites un retour, puis ça va peut-être me décider à aller l'acheter. Ce qui est déjà arrivé plusieurs fois. J'ai 4 lectures, qu'est-ce qu'il y a là-dedans? Du bon, du mauvais, du moyen, du... J'ai lu en premier La fin de leur monde de Akhenaton dans leur collection Iconopop, publiée chez l'Iconoclaste. Et je pense que c'est celui que j'ai le moins apprécié parce que c'est peut-être celui qui est le plus éloigné de ce que je lis en termes de poésie, parce que là c'est vraiment... Ça a les consonances du rap, c'est du rap. Après je suis pas un grand fan de Hayam, enfin c'est peut-être un peu trop vieux pour moi, c'est pas tout à fait ma génération en tout cas, donc j'ai jamais vraiment écouté Hayam à part Je danse le Mia. C'est celui que j'ai le moins apprécié pour la simple raison que je pense que c'était un peu trop éloigné de mon... Désolé, je m'installe. Un peu trop éloigné de mon ressenti de lecture, de mes envies, de ce que je cherche. Après c'était quand même très intéressant, celui-là est très engagé comparé aux 5 autres, si Brûler, brûler, brûler de Lisette Lombé était également très engagé sur des thématiques qui me touchaient peut-être un peu plus. Là, il parle de plein de sujets, surtout quand même de la jeunesse dans les quartiers, de la misère sociale, de l'intégration, du multiculturalisme, etc. Mais je sais pas, j'ai moins été sensible. Dans ce livre, il y a 2 textes. Un texte qui s'appelle La fin de leur monde, qui est actuel, contemporain, qui a été écrit là, il n'y a pas si longtemps que ça. Et un texte de 2006 qui s'appelle La fin de leur monde, mais la fin FIN, qui avait été écrit précédemment et qui est disponible, je crois, sur un album de Akhenaton. J'ai bien aimé, je suis content d'avoir lu les 6, c'était quand même un bon moment de lecture. C'était par contre du coup du fait que c'était très engagé, très ancré dans le réel, très politique, c'est un cri de colère. Du coup, t'as moins de place à l'interprétation, moins de place au fait de pouvoir t'imaginer, de pouvoir visualiser. Et voilà, c'était peut-être ce côté-là qui m'a gêné un peu. Même si la plume d'Akhenaton est très belle,
les figures, les figures de style, les rimes, etc. Tout ça sonne bien, c'est écrit de façon très juste, très vraie, et en même temps, moi j'y suis moins sensible. Donc voilà, après c'était pas inintéressant, c'est juste que bah parfois j'arrivais peut-être pas à saisir de quel sujet il parlait, où je me disais bon peut-être que là il se fait référence à ça, tel événement politique, tel événement de l'actualité, mais en fait ouais c'est peut-être ça le sujet, le truc qui m'a dérangé le plus, c'est peut-être le fait que ce soit trop ancré dans le réel et dans l'actualité. Après c'est quelque chose qui du coup peut plaire à d'autres personnes, parce que c'est vraiment peut-être plus facile d'accès dans le sens où le lecteur est quand même plus pris par la main, plus accompagné, et a plus de référents dans le réel. Donc ça ne sera pas mon préféré, je pense que c'est celui que j'aurais le moins apprécié de mon point de vue, mais qui peut plaire peut-être à un plus grand monde. Plus grand monde, en tout cas ce n'est pas ce que je recherchais de cette poésie, mais c'est intéressant, puis c'est une belle façon d'amener les gens vers la poésie, parce que Akhenaton c'est quelqu'un de très connu, et bah déjà ses fans peuvent se diriger vers ce recueil-là, et après s'ouvrir à d'autres recueils de l'iconopop, donc je me dis pourquoi pas. Et puis, rien que le fait que j'avais déjà les 5 autres, je pouvais pas m'empêcher d'acheter et lire celui-ci, bien évidemment. Je sais pas pourquoi j'ai parlé comme ça. Pas non plus. Oui, moi je fais les réglages en cours de vidéo. Alors, en lecture commune avec Virginie de la chaîne Totalie Brune, du compte Instagram Taylor Lamouette et du blog Totalie Brune aussi, nous avons lu Insectes de Maxime Chatham, publié aux éditions Pocket. Et du coup, je voulais dire merci à Virginie parce que je n'avais jamais fait de lecture commune. C'était la première fois que je faisais une lecture commune. On se l'est lu sur 5-6 jours, non 6 jours je crois. Et c'était très sympa. Alors, on a un peu parlé de la lecture et beaucoup parlé de nos vies. Tous les soirs, on se retrouvait parce que moi je travaillais pas et Virginie travaillait. Donc moi je lisais le matin et Virginie lisait souvent le midi ou le soir. Et donc on se retrouvait le soir après notre journée pour en discuter et c'était très sympa. J'ai passé un très bon moment et je remercie Virginie avec qui j'ai pris plaisir à échanger et partager et raconter ma vie. C'était une bonne lecture. Franchement, j'en attendais pas grand chose parce que j'avais eu plutôt des retours négatifs sur ce roman, même des gens qui m'avaient dit qu'ils l'avaient abandonné. Alors moi, pour ma part, j'ai eu aucune raison d'abandonner le roman dans le sens où c'est très bien écrit, de façon fluide et légère et simple, et c'est précis, efficace. Enfin, vraiment, il n'y a pas de fioriture. Le récit s'enchaîne facilement du début jusqu'à la fin. Il y a peut-être quelques longueurs à un moment parce que voilà, il se passe un peu moins de choses durant l'enquête, mais c'était pas non plus des longueurs interminables. Le roman ne fait que 550 pages, mais c'est 550 pages qui se bouffent comme dans la plupart des thrillers ou des policiers grand public, j'ai envie de dire, sans aucune dénigration d'ailleurs. Dans Insectes, on va suivre Atticus Gore qui est commissaire ou inspecteur, je sais pas, enfin qui travaille dans la police de Los Angeles. Et on va suivre Kate Cordell qui, elle, est détective privée à New York. Atticus Gore est également endémiologiste, je sais pas, il a fait des études sur les insectes, donc il s'y connaît un peu en termes d'insectes. Et ses collègues l'appellent un de ses jours de repos et ils lui disent bah écoute, il y a un corps qui est dénué de chair, il n'y a plus aucune chair, il n'y a plus que ses squelettes, et autour il y a plein d'insectes. Donc du coup on s'est dit que toi, vu que tu t'y connais un peu, ça peut être une enquête pour toi. Donc il se rend sur place et il se dit bon bah ok, ouais, c'est vrai que c'est intéressant, il y a des trucs qui concordent pas. Donc du coup il fonctionne en duo, il est avec son coéquipier, je ne sais plus comment il s'appelle. Lui, il en a rien à faire des insectes, qui était en repos et qui aurait bien aimé rester tranquille. Et il commence à enquêter sur ce meurtre un peu bizarre de ce corps sans corps, ce squelette. Et de l'autre côté, à New York, donc Kate Cordell, elle, est détective privée à son compte. Et une dame l'appelle pour lui dire ma fille est portée disparue depuis une dizaine de jours. J'ai aucune nouvelle d'elle, c'est bizarre. Elle m'a envoyé un SMS et les propos qu'elle a dans ce texto ne sont pas concordants. Donc ça m'inquiète. Et du coup, on va suivre ces deux enquêteurisses, l'une à New York et l'autre à Los Angeles, qui vont commencer leur enquête, qui vont aller à droite à gauche, enfin comme dans un thriller un peu classique, hein. L'enquête part un peu dans tous les sens, on fait des recherches dans un endroit, c'est une impasse, on fait demi-tour, etc. Et c'est là qu'il y a eu peut-être quelques longueurs, c'est que les deux enquêtes vraiment évoluent chacune dans leur sens, dans leur voie, et assez longtemps, hein, je dirais jusqu'à la moitié, si ce n'est plus, du roman, on ne sait pas trop comment les deux enquêtes vont se rejoindre. Et pareil, on nous parle d'un secte, mais il y a un jeu de mots avec le mot secte, et donc du coup, à la lecture du titre, on se doute qu'il va y avoir une histoire de secte, et pareil, l'histoire de la secte met un peu de temps à arriver sur le tapis. Donc c'est les deux points négatifs que j'ai eu. Après, c'est pas très ambitieux dans le sens où l'enquête est assez classique. J'ai beaucoup aimé le personnage d'Atticus Gore pour
simple et bonne raison que on apprend assez rapidement qu'il est homosexuel sans qu'on en fasse tout un cas. Moi je le savais parce qu'on me l'avait dit qu'il était homosexuel, mais je pense que dès le début on le devine pas forcément parce que c'est pas vraiment mis sur le tapis. Il y a peut-être 2-3 trucs qui pourraient nous mettre la puce à l'oreille, mais moi la lecture je les ai pas vraiment remarqués, enfin je m'en rappelle pas. Je m'en suis rendu compte qu'assez tardivement, enfin je m'en suis rendu compte. Je l'ai découvert que tardivement dans le roman, tout en sachant que je le savais déjà. Et il y a quand même quelques réflexions sur le travail d'être flic et homosexuel qui sont intéressantes, sur le regard des autres, sur même le regard de son coéquipier envers lui. Enfin, du coup, c'est bien amené. Et le personnage de Atticus Gore est bien construit. Et quand on lit les remerciements, on se rend compte qu'il va peut-être être question de nouvelles enquêtes avec ce duo d'enquêteurs, donc la détective privée et l'enquêteur de la police. Et du coup, ça m'intéresse parce que vraiment, j'ai eu un beau coup de cœur sur ce personnage que j'ai trouvé très attendrissant et en même temps particulier. Vraiment, il est pas du tout dans le cliché, pas du tout dans le stéréotype. Et il sonne juste. Et ce que j'avais peur, c'est que bon, je me suis dit, ça se trouve, il a voulu mettre un personnage gay pour faire de la représentation, le truc que je déteste. Sauf que là, non, c'est vraiment bien amené, bien traité, et c'est pas juste un prétexte dans le roman pour faire part de diversité. Donc c'est ça qui me plaît, sans que ce soit non plus trop pédagogue, trop en mode j'insiste sur ce point-là. C'est fait d'une belle manière, de façon à ce que ce soit naturel, mais en même temps pas putassier. Enfin, j'ai bien aimé le personnage. Après, bah, moi c'était mon premier Maxime Chatham, et c'est ce que le ressenti que j'ai, c'est que c'est très théâtral, très blockbuster, dans le sens où à la fin, la scène de fin, donc qui se déroule sur une centaine de pages, c'est vraiment dans le rebondissement, dans le toujours plus grandiose, en même temps très cinématographique. On imagine vraiment la fin un peu d'un film catastrophe avec des insectes, un espèce de grand labo. Enfin voilà, c'est très grandiloquent, toujours plus, très grand, mais franchement ça passe dans le... Je vous dis, la lecture est quand même assez fluide, assez sympathique, assez divertissante. J'en attendais pas non plus un truc très recherché, très poussé, et c'est exactement ce que j'ai eu. Donc je l'ai lu avec plaisir, je l'aurais probablement oublié d'ici un mois, mais ça m'a pas dégoûté de Chatham, et au contraire ça me donne envie dans un moment un peu creux de lecture. Vous voyez, je pense que c'est typiquement le roman à prendre, à sortir et à se faire plaisir avec sans trop en chercher, mais sans que ce soit non plus trop banal. Donc voilà, c'est vraiment pourquoi pas, mais pas tous les jours. J'ai lu Maïté Coiffure de Marie-Aude Muraille aux éditions École des Loisirs dans leur collection Medium Poche. C'est un roman qui a été publié en 2004, donc qui a un peu vieilli, et c'est un des principaux reproches que je pourrais faire à ce roman, mais sinon c'était plutôt une bonne lecture. Donc dans Maïté Coiffure, on va suivre Louis, qui est un jeune élève de 3e qui se retrouve à faire un stage dans un salon de coiffure chez Maïté. Louis, il est un peu paumé, il sait pas trop ce qu'il veut faire de sa vie. Son père est très pressant, très oppressant, dans le sens où pour lui, il est inconcevable que son fils fasse autre chose qu'un métier dit intellectuel. Donc il peut pas être plombier, il peut pas être chauffagiste, il peut pas être coiffeur. Enfin, vraiment, le père a un avis très tranché sur la question. Il faut que son fils il aille en classe préparatoire, qu'il ait des bonnes notes, qu'il fasse partie d'une classe intellectuelle supérieure. Enfin, vraiment, le père un peu abject et qui est très cassant, même envers sa femme, envers son fils. Enfin, le père un peu horrible dans tout le début du roman. Et lui, il s'en fout. Il sait pas ce qu'il veut faire, il a aucune idée. Et en même temps, en 3e, on peut pas le blâmer, qui sait ce qu'il veut faire en sortant du collège. Et on lui propose ça, et puis bah, comme n'importe quel ado, on lui dit bah tiens, on t'a trouvé un stage, t'as pas besoin de chercher, tu peux aller le faire dans le salon de coiffure. Il accepte, et en plus, il a repéré qu'il y avait une petite apprentie de 16 ans dans le salon de coiffure qui est plutôt mignonne, et il se dit bon bah allez, c'est le double gros lot. Et donc il se retrouve embrigadé dans ce salon de coiffure dans lequel on va rencontrer Maïté qui est la patronne, Fifi qui est un coiffeur homosexuel dans le salon. C'est là que j'ai un petit bémol sur le roman. On va rencontrer également Clara qui elle est une coiffeuse qui a quelques soucis personnels et qui travaille pour Maïté depuis très longtemps. Garance qui est la jeune apprentie qui a tapé dans l'œil de Louis. Et ils vont se retrouver tous les 1, 2, 3, 4, 5 si je sais compter. Tous les 5 dans ce salon de coiffure pendant une semaine. Et Louis va vite se prendre au jeu. Au début, il va juste faire un peu l'accueil, retirer le blouson aux gens, leur donner la blouse, leur servir le café, le thé. Enfin vraiment, il a aucune compétence en coiffure. Donc
on lui dit juste de faire un peu le ménage et l'accueil. Et de fil en aiguille, il va vouloir prendre un ciseau, il va vouloir s'essayer à la tondeuse, etc. sur des têtes à coiffer, et il va prendre goût à la coiffure. Mais du coup, pour lui, c'est inconcevable de rentrer dans sa maison et de dire à son père, je veux être coiffeur, alors que son père a un point de vue très très négatif sur les métiers dits manuels. Et donc voilà, on va suivre ce Louis dans ce salon de coiffure avec des personnages assez hauts en couleur, très protecteurs envers Louis, et en même temps qui lui mènent un peu, pas la vie dure, mais qui lui font comprendre qu'il faut travailler, et que le travail c'est dur, qu'un coiffeur c'est debout de 8h à 19h, et qu'il faut pas se plaindre, et qu'il faut... Enfin voilà. Donc il va découvrir le travail, en même temps l'affirmation de soi, le fait d'affirmer ses choix, de dire je veux faire ci, je veux faire ça. Donc toute la partie sur Louis, sur la découverte d'un métier, la découverte de qui on est, de ce qu'on veut faire dans la vie, c'était très bien fait, très bien mené, très sympa. Là où je dis que le roman a mal vieilli, c'est dans le traitement du personnage homosexuel qui quand même... Alors déjà, le coiffeur homosexuel, c'est quand même plus ou moins un cliché qui empile pas mal de clichés dans la façon de parler, dans la façon de s'habiller, dans la façon de réagir. Voilà. J'ai trouvé ça un peu moyen. À un moment, il y a une réflexion, genre le coiffeur qui fait une blague et la mère ne comprend pas et elle dit une réflexion, alors que la mère avait l'air assez tolérante justement. Elle fait une réflexion, ah oui, je comprends pas, mais c'est peut-être parce que c'est de l'humour gay. Donc déjà, j'avais envie de dire, il n'y a pas d'humour gay et de l'humour hétéro. Il y a de l'humour et c'est soit drôle, soit c'est pas drôle, mais voilà, bref. Donc voilà, quelques réflexions, quelques clichés, mais pas trop non plus. Par exemple, moi, ma plus grosse peur, c'était que, parce qu'on nous parle de découverte de soi, de qui je suis, c'est que le Louis du début, qui n'est pas du tout homosexuel, qui n'a aucune... dans ce qu'on nous raconte du personnage dès le début, qui n'a aucun doute même sur sa sexualité, qui n'a pas de sexualité, à vrai dire, mais qui n'a pas de doute sur ce qu'il pourrait être. J'avais peur qu'on nous dise, bon il va travailler dans un salon de coiffure et bim, il devient homosexuel, il a envie de côtoyer des hommes et il se pose beaucoup de questions. Et là, non, vraiment, il n'y a pas trop de clichés sur ce côté-là, c'est sur le personnage qui est déjà ouvertement homosexuel, donc Fifi, dès le début, que c'est un peu stéréotypé. Mais malgré tout, c'était une très bonne lecture, ça se lit très vite, ça fait 200 pages. École des loisirs, c'est pour... Alors là, je dirais, je sais pas, les gens, des collégiens, ça pourrait être très bien pour eux. J'ai passé quand même un relativement bon moment et j'ai envie de lire autre chose de Marie-Aude Murail parce que c'est une grande autrice de romans jeunesse que je ne connaissais pas jusque-là. Et là, j'ai découvert et j'ai beaucoup aimé. La fin, par contre, elle est un peu rapide et c'est le genre de fin que j'aime pas. C'est que, vous savez, c'est un peu comme un épilogue où tout va très vite. Sur 5 pages, on nous dit bon 1 an plus tard, Louis a fait ça, 2 ans plus tard, il est devenu ça, 5 ans plus tard, ça a fait ceci, 30 ans plus tard, voilà comment il est Louis. Enfin, vous voyez, c'est le genre d'épilogue très 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 rapide où on enchaîne tout parce qu'on a envie d'en mettre plus, mais en même temps, vu que c'est un roman jeunesse, on peut pas trop dépasser les 200 pages, vous voyez. Donc la fin m'a un peu dérangé, mais sinon une bonne lecture en soi, quoi. Destinés, on était tous les deux destinés. J'ai mis Destinée sur une story Instagram ce week-end et du coup je l'ai en tête depuis, c'est un enfer. Et enfin, avec le bocal de la palle que j'ai tiré sur Instagram en story, je crois, les chroniques martiennes de Ray Bradbury, dans une très vieille édition de chez De Noël, enfin très vieille, toute mesure gardée. Désolé pour les dinos qui nous regardent. Mon cucu sur la commode, je n'ai pas la date d'édition. Août 96, j'avais 1 an. Dans Chroniques martiennes de Ray Bradbury, écrit en 1950, enfin entre 45 et 1950, on va suivre des terriens qui veulent coloniser Mars. Ils veulent s'implanter sur Mars. C'est le rototo de Flo Flo. Je vais faire un jingle rototo. Chaque chronique est intitulée par le nom d'un mois. Là, vous voyez, décembre 2001, le matin vert. La première, ça s'appelle L'été de la fusée et c'est en janvier 1999. Voilà. Et donc, à chaque mois, on a une chronique. Et les premières chroniques, on va voir des terriens, des humains quoi, qui prennent une fusée, qui vont sur Mars et à chaque fois, ça capote. Il se passe quelque chose avec la fusée, avec Mars, etc. Donc pendant... Oh non, mais ça va être un enfer les rototos. Pendant 3 ou 4 chroniques, ça va être assez drôle parce que ça va être ce problème de... on essaye d'aller sur Mars, mais on n'y arrive pas. Donc il y a quand même de l'humour dès le début, dans ce comique de répétition de l'échec. En plus, les échecs sont toujours différents. Il se passe toujours un petit truc en plus, quelque chose, genre on pense qu'on va y arriver, mais on rate. Et du coup, dès le début, on est pris dedans. Et en plus, c'est très accessible. C'est aussi un des points forts de ce roman, c'est que ça se lit tout seul. Vraiment, c'est pas de la SF prise de tête. C'est même, j'ai envie de dire, le côté science-fiction est juste un prétexte pour Ray Bradbury pour développer un peu ses différentes thèses, ses différents points de vue sur plein d'aspects de la société de l'époque et de ce qu'il en pensait. Et donc du coup, si vous vous dites, bon, c'est de la SF, ça va se passer sur Mars, il va y avoir des martiens, des fusées, etc., j'ai pas envie. Non, pas du tout, franchement.
Oui, il y a des fusées, oui, on arrive sur Mars et que c'est pas une planète comme la Terre, etc. Mais c'est juste un prétexte. En rien, ça ne gâche la lecture et ça la rend compliquée. Au contraire, c'est, je vous dis encore une fois, très accessible, très facile à prendre en main. Ça se lit tout seul, tout en étant un peu poétique. Alors, je pense pas que Chronique martienne soit son œuvre la plus poétique. Je pense que c'est plutôt L'Homme illustré, Pays d'octobre. Là, ça se rapproche quand même plus dans l'écriture, le style, je trouve, de Fahrenheit 451, qui est un autre roman pour le coup dystopique de Ray Bradbury, mais j'ai vraiment eu la même sensation de lecture que sur Fahrenheit 451. Quelque chose d'assez factuel, avec quelques détails un peu plus poétiques, mais vraiment dans l'action, dans le fait. Il développe sa thèse et son avis politique, social, culturel, par des faits, par des actions. Et donc du coup, une fois qu'il y a eu plusieurs échecs, qu'ils n'ont pas réussi à faire ce qui se passait sur Mars, ils vont quand même finalement réussir à s'installer au bout du compte, réussir à développer une civilisation sur Mars, à cohabiter plus ou moins avec les Martiens. Les Martiens sont des humains, enfin des personnes, des êtres qui ressemblent beaucoup aux Terriens, juste ils portent un masque et on se rend compte rapidement qu'ils ont un pouvoir de télépathie, ce qui va permettre de donner un petit côté fantastique, un petit côté irréel au roman, mais sans que ce soit non plus trop présent. J'ai beaucoup apprécié cette lecture, notamment par le fait que c'était drôle, qu'on arrivait à comprendre de quoi voulait parler Bradbury quand il aborde le sujet de la tolérance, le racisme, l'ouverture d'esprit, la colonisation. Enfin voilà, il y a beaucoup de références à l'histoire américaine, hein. C'est un secret pour personne, c'est quand même un peu une critique de la colonisation, de l'expansion un peu vers l'ouest américain aussi, probablement, des cow-boys sur les Indiens. Enfin voilà, il y a plein de petites références à l'histoire américaine que j'ai trouvé très sympa, très agréable à lire. J'ai passé un très bon moment, je suis content d'avoir découvert ce classique de la science-fiction. Je pourrais franchement prendre plaisir à relire quelques chroniques, peut-être pas le recueil en entier, mais il faut comprendre que quand même le recueil fonctionne comme un tout, il y a une unité, il y a une histoire qui se développe et vous pouvez pas lire enfin selon moi les chroniques ne peuvent pas se lire indépendamment, il faut vraiment les lire de la première à la dernière pour avoir l'expérience au complet. Je sais pas si elle est depuis le début dans le champ cette feuille, je suis désolé, je viens de remarquer. Bon bah c'est une feuille de ma Zébrina qui se porte plutôt bien d'ailleurs. Ce que je trouvais marrant, outre la plume, le chemin que donne Bradbury à son histoire, c'est également le fait que ça semble si facile d'aller sur Mars et de coloniser la planète, alors que pour lui ça semble inconcevable que les personnes de couleur arrivent à s'émanciper de l'esclavage, arrivent à s'émanciper du joug de l'homme blanc et que la ségrégation n'existe plus. Alors que le roman a été fini d'écrire en 1950 et 10-15 ans après, il y avait les lois d'égalité des droits entre les hommes et les blancs entre les noirs et les blancs aux États-Unis. Donc du coup, c'est marrant ce décalage entre contexte social politique et contexte scientifique, technologique qui est complètement à l'ouest ou très avant-gardiste ou alors très rétrograde sur certaines choses. Donc voilà, franchement, je garderai un très bon souvenir de ce roman et je suis pas du tout déçu de l'avoir lu. Ça m'a pas spécialement donné envie de lire par exemple Pays d'octobre, qui je sais est un coup de cœur pour plein de gens, notamment Théo des Chroniques Livresques, ou L'Homme illustré parce que le tatouage c'est pas un sujet qui m'intéresse beaucoup, mais celle-là j'ai vraiment pris plaisir à la lire. Sur ce, j'espère que ce point lecture vous a plu, j'ai plus qu'une minute avant que la caméra se coupe, donc j'espère que ce point lecture vous a plu, je vais parler très vite jusqu'à la fin. La prochaine vidéo, je ne sais pas encore ce que ça va être, je vous l'ai dit, je suis un peu le cul entre deux chaises à cause de mes lectures qui n'avancent pas trop, voilà. J'ai lu qu'un roman dont je peux vous parler pour l'instant, enfin une pièce de théâtre, donc il me reste encore 3 lectures avant de faire un point lecture. Ça va être compliqué. Comme d'habitude, qu'est-ce qu'on souhaite? On souhaite de bonnes lectures, on souhaite de bonnes découvertes. Vu qu'on est au mois de juillet, je souhaite de bonnes vacances à ceux qui sont en vacances. Et puis bah, je vous souhaite également d'être heureux. Allez hop. J'espère que j'ai réussi à filmer jusqu'au bout.